Maintenant, parlons de Jean II et de son fils Charles V. En cette année 1362, Jean II a encore perdu une bataille, et cette fois contre les compagnies mercenaires à Brigné près de Lyon. C'en est trop. Ce roi, par ses défaites et ses nouveaux impôts, n'est plus crédible aux yeux de la noblesse, mais aussi du peuple. Sûrement, pour redorer son image, Jean II veut partir en croisade à Jérusalem. Urbain V, le pape, a monté cette expédition. Une fuite en avant du roi après toutes ses défaites. Fuir Paris, fuir le pays, fuir les moqueurs, fuir son fils Charles. En fait, fuir les responsabilités. Cette expédition ne se fera pas. 3 facteurs négatifs empêcheront sa mise en œuvre. D'abord, la seconde peste. Elle est arrivée par l'est du bassin méditerranéen en 1360. Un an après, les villes de Lyon, Paris et Avignon sont touchées. Dans la cité des papes, on recense pas moins de 17 000 morts, dont 100 évêques et 9 cardinaux. En ajoutant la peste noire, les historiens s'entendent pour estimer la proportion de victimes entre 30 et 50% de la population européenne, soit entre 25 et 45 millions d'habitants. Les villes sont plus durement touchées que les campagnes, du fait de la concentration de la population, et aussi des dizaines de difficultés d'approvisionnement provoquées par la peste. Deuxième facteur, le froid revient. L'hiver 1363 et 1364 a été rude. Il a gelé à pierre fendre, comme s'il n'avait pas gelé depuis 100 ans. Toute l'agriculture a été détruite, surtout les vignes. Il n'y a plus de travail dans les campagnes. Mais le pire, c'est la guerre. Toutes les terres ont été ravagées, incendiées au passage de l'ennemi. Tout a été anéanti. Les guerres finies, les compagnies ont repris le relais en pillant, terrorisant la population, volant, obligeant les paysans et les bourgeois à payer, et toujours payer. L'armée royale ne peut rien faire, faute de moyens. De plus, il faut payer aussi les rançons des vaincus après les guerres, dont celle du roi de France, fait prisonnier à la bataille de Poitiers en 1356. Mais si le traité de Brétigny donne des garanties immenses à Édouard III, celui-ci est toujours aux aguets pour reprendre son hypothétique trône de France. Donc tous ces événements feront qu'il n'y aura pas de croisade. Jean II erre dans son royaume. Il quitte Paris, il visite la Champagne, il s'attarde en Bourgogne, il descend en Avignon, il pousse jusqu'à Nîmes pour fêter Noël en 1363. À Avignon, il rencontre le pape pour négocier la dernière partie de sa rançon. Les 107 000 écus d'or du pape ne suffiront pas pour le dernier versement. La France doit 4 millions. Jean II rentre à Paris. Il sait qu'il ne verra plus la France. Faute d'argent, il retourne à Londres se constituer prisonnier. Il y mourra le 8 avril 1364. Charles n'apprend la mort de son père que 15 jours plus tard. Il prend aussitôt le titre de roi de France sous le nom de Charles V. Mais il doit s'imposer aux yeux des grands du royaume et des pairs de France. La chose n'est pas aisée, car ils ont tous été mis en place par feu le roi de France, son père. Sa première impression est que tout traîne, tout languit. On recule la date des obsèques de son père. Il meurt le 8 avril et son corps n'arrivera que le 5 mai à Paris. Charles V ne sera officiellement roi que lorsque son père sera en terre. Une autre preuve de lenteur. La chancellerie fait la grève du sceau. Et on ne scellera plus tant qu'on n'aura pas reçu du nouveau roi le nouvel ordre de la journée du jour de l'Assemblée. Il y a aussi le gouvernement. Les prélats et les barons attendent le roi qu'ils maintiennent dans leurs fonctions. Ils ont peur d'être éjectés par Charles V, car, sur ordre de son père,
Il l'avait écarté du pouvoir par le passé. Il pourrait se venger maintenant. Le lendemain des obsèques de Jean II, Charles part à Reims. Le 19 mai 1364, il est sacré roi de France. De retour à Paris, son premier geste va vers les officiers royaux. Il les confirme dans leurs fonctions. Sa première pensée est donc de servir l'État et ceux qui l'assurent. Ses premières lettres vont aux bonnes villes de la Languedoc. Ses premières paroles sont de refuser les termes du traité de Bretigny, donc de récupérer les provinces perdues par son père. A l'inverse, Charles est un roi sage, un roi intellectuel, un roi professeur. Pourtant, de corps haut et bien formé, ce roi est faible et maladif. Michelet disait de lui, Charles est né vieux. Il se soigne par les plantes comme la mandragore, un antispasmodique, ainsi que la thériaque, drogue contenant une soixantaine d'éléments, dont l'opium. Il est superstitieux, il porte sur lui continuellement des talismans comme la pierre d'éponge réputée pour dissoudre la goutte et une courroie de cuir de lion pour réduire les calculs de la vessie et des reins. Charles mort prématurément à l'âge de 42 ans. Il semble avoir été atteint d'une fièvre typhoïde aiguë qui lui laissa des séquelles. Et d'une affection chronique articulaire entraînant une impossibilité de se servir de son bras gauche, donc il souffrit jusqu'à sa mort. Finalement, d'après les historiens, il serait décédé d'une crise cardiaque des suites de tous ces maux. Pourtant, il a décidé de vivre normalement jusqu'au bout, malgré les souffrances. Il marchait, montait, chassait, voyageait à cheval pendant de longues heures. Libertin, quand il était dauphin, il a complètement changé sa vie quand il fut roi sacré. Il ne parle que de descendance. En effet, il est tourmenté par la peur que le trône échappe aux Valois et retourne en Navarre, descendant des Capétiens, direct. Fini les tenues vestimentaires légères du dauphin. Maintenant, il porte des robes longues comme les clercs, les hommes de loi ou les professeurs. Il ne veut s'entourer que des gens sages et experts, aussi bien en politique qu'en questions militaires. Voilà pourquoi il nomma Bertrand du Guesclin connétable de France. Charles veut désormais quitter les voies de l'ignorance pour celles de la sagesse. Il lit la Bible et prie ardemment Dieu. Dorénavant, il affiche le calme, la patience et la maîtrise.